On parle donc du rôle démocratique des civic tech avec Isabelle Dzian, présidente, j'allais dire vice-présidente, pas du tout, présidente, cofondatrice de Vox Nation, qui est l'une des dernières nées des civic tech françaises, un réseau social, citoyen et participatif au service de la démocratie. Votre ambition, c'est de créer un lien entre représentants et représentés, et donc de révolutionner le débat démocratique. Rien que ça. Avec moi également, Franck Escoubès, qui est cofondateur de Bluenove, société de conseil et de technologie spécialisée en intelligence collective massive. Et vous êtes co-auteur du livre La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. C'est paru récemment, le 12 mai, aux éditions de l'Observatoire. Et vous appelez donc à un renouveau de l'engagement citoyen en politique, notamment pour la présidentielle 2022. J'ai une question déjà à vous poser à tous les deux avant de parler de présidentielle. On est dans les élections départementales et régionales. Est-ce que vous avez vu les civic tech, les vôtres peut-être, mais d'autres aussi, se mobiliser dans cette campagne ? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a un défaut d'information, malgré l'afflux d'informations massives sur les réseaux sociaux ou autres. Et en fait, on voit qu'il y a une vraie difficulté en fait, à retisser ce lien fondamental entre le citoyen, le politique et la démocratie. Sur les régionales et sur les départementales, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement à quoi ça sert, qui ne se mobilisent pas. Lors des dernières élections, il y avait moins d'un Français sur deux qui s'était mobilisé. Donc on voit qu'il y a vraiment un besoin de pouvoir proposer quelque chose qui soit simple, accessible, pour que le citoyen puisse être à nouveau au cœur du débat démocratique. Alors justement, est-ce qu'on a proposé quelque chose que vous avez vu, des initiatives qui permettaient d'impliquer davantage les citoyens dans ces élections ? Non, je crois que ce sont des élections intermédiaires qui ont une difficulté de statut par rapport évidemment aux présidentielles qui vont suivre. Donc ce qu'on observe, c'est plutôt une sorte de dénaturation du scrutin à l'échelle départementale et régionale en préparation des présidentielles. Il n'y a pas eu de consultation citoyenne digne de ce nom, ou en tout cas dont on a parlé, qui ont fait l'effort de préparer ce scrutin, ce double scrutin qui est perçu comme extrêmement complexe et nébuleux par les citoyens. Et ça fait suite à 18 mois de silence radio de la part des citoyens pendant la crise sanitaire. Donc on est véritablement dans une trêve de l'expression citoyenne depuis presque... Pourtant, là, on est sur des sujets de proximité. On parle d'élections finalement locales, où on devrait avoir le sentiment justement que le citoyen est encore plus au cœur du débat et doit davantage s'impliquer dans ce type d'élection. C'est paradoxalement plus compliqué qu'on ne le pense, la démocratie locale. C'est-à-dire que même si la démocratie participative est née de ce qu'on appelait à l'origine la démocratie de proximité, à l'échelle du territoire, cette démocratie de proximité, progressivement, elle a perdu de son aura, au profit des plus grands scrutins ou des grands enjeux nationaux, voire internationaux, dans le cadre du Brexit. Et la démocratie... Ça, c'est un problème typiquement français ? Non, je crois que c'est une difficulté intrinsèque à la question du territoire. Les jeunes, notamment, sont déterritorialisés, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent plutôt à des causes qui viennent transcender le territoire. Oui. Et puis, quand on observe la globalisation finalement politique. Oui. Regardez la crise des Gilets jaunes, ça a été une crise régalienne, c'est-à-dire qu'on s'est adressé préférentiellement au président de la République et pas du tout au territoire. Et ça s'est organisé presque dans le déni du territoire, dans des ronds-points, dans des péages, dans des parkings. Voilà. Donc on est... Isabelle Dzian, comment vous imaginez justement recréer ce lien entre représentants et représentés ? Alors en fait, effectivement, avec Vox Nation, on est parti du constat qu'il y avait une crise démocratique, une crise de défiance et pas forcément un accès direct et immédiat qui soit simple à tout l'ensemble du champ démocratique, alors que le champ démocratique, il concerne tout le monde. Il vous concerne vous, il concerne le citoyen, il s'exerce dans les réseaux associatifs, dans les réseaux professionnels, les syndicats et autres. Et en fait, il n'y a absolument pas de vecteurs qui permettent à ce stade, et c'est pour ça qu'on a créé Vox Nation, d'être ce lieu de rencontre. En fait, nous avons reconstitué un peu comme à la Grèce antique, des grandes places où tout le monde peut se rassembler,
faire des propositions, il faut avoir une démarche proactive, il faut avoir envie aussi. Tout à fait, de retrouver ce lien. Tout à fait, mais je pense que clairement, et ce que disait monsieur, effectivement, ce cri d'alarme en fait des Gilets jaunes, c'était un cri de l'expression démocratique. Alors, nous faisons le pari qu'il peut s'exercer par le biais des propositions et du Vox. Alors, le Vox, nous, c'est ce qu'on a mis en avant et ce qu'on a inventé dans Vox Nation. En fait, c'est un vote anonyme, de la même manière en fait que ce qui se passe au niveau des scrutins, qui permet d'être une forme de légitimation par rapport à des propositions citoyennes qui ont vocation à être directement transmises aux décideurs publics et politiques. Donc c'est une première acculturation aussi vers le champ démocratique, renouer avec l'expression, renouer avec des propositions, et puis en plus de ça... Et après, il faut qu'il y ait un retour, parce que les civic tech, c'est des nouveaux outils qui permettent effectivement aux citoyens peut-être davantage d'interpeller directement le politique, mais il faut qu'il y ait le retour, il faut que ça suive. Moi, je pense que c'est vraiment le péché originel de la civic tech, c'est-à-dire qu'il y a eu une formidable effervescence d'innovation démocratique avec de nouveaux outils, de nouvelles plateformes, de nouveaux mécanismes. Mais qui peut créer des déceptions aussi. Mais qui n'ont jamais été, ou quasiment jamais été, suivis d'effets politiques. Oui. Et même dans le cadre du grand débat national, on peut estimer que l'effort citoyen qui a été colossal, qui a été véritablement spectaculaire, reconnu à l'échelle internationale, cet effort de mobilisation citoyenne n'a pas abouti à des décisions politiques fortes. Donc ça veut dire quoi? Ces outils technologiques, ces applications, ces réseaux sociaux, ces plateformes, il faut les mettre entre les mains, finalement, pas du citoyen, mais du politique? En fait, je pense que c'est les deux. Vous avez tout à fait raison. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une forme de dialogue qui ne soit plus uniquement unidimensionnel. On voit bien que le champ de la démocratie représentative, c'est notre institution dans les sondages, dans les enquêtes, on voit bien que tout le monde y est très attaché. Pour autant, 70% des Français considèrent que leurs idées sont peu ou mal représentées. Oui. Il y a un vrai besoin, en fait, de cette interaction, mais dans les deux sens. À la fois d'information de la part des politiques vers le citoyen, parce qu'en même temps, ça favorise aussi la fameuse acceptabilité dont on a beaucoup parlé, des réformes, etc., où effectivement, on a le sentiment que les décisions sont un peu arrivent comme ça, elles sont un peu subies en creux. Et cette nécessité de pouvoir être dans la pédagogie aussi. Je pense vraiment que les civic tech ont un rôle foncièrement important en termes de pédagogie. Et pour les politiques aussi, c'est aussi travailler en amont de réformes, par exemple, avec les citoyens, c'est aussi favoriser le fait que les réformes soient acceptées. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, je pense, les politiques auraient vraiment quelque chose de foncièrement important à créer comme nouvelle dynamique, comme nouvelle impulsion, cette réconciliation en fait, entre la démocratie représentative et une démocratie plus participative. Et alors ça passe aussi par des choses moins sérieuses, comme le président qui se prête à des vidéos sur YouTube ou oui, des interviews sur Twitch. En fait, est-ce que les civic tech, parce que les civic tech finalement ce sont des outils très conventionnels de réflexion sur le débat démocratique, mais à côté de ça, les usages pour les jeunes qui se développent sont de plus en plus pris en compte par les politiques. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une déviance? En fait, je vais faire réagir pour qu'on ait un temps de parole à peu près équivalent. Désolée Isabelle, je vous redonnerai la parole après. Non, mais je pense qu'il y a en effet une ambiguïté sur le type d'outils à mettre en œuvre. Parce qu'initialement, les civic tech avaient vocation... Est-ce que c'est s'exprimer sur Twitter, par exemple? Justement, je crois que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'ambition des civic tech, c'est de professionnaliser la prise de parole citoyenne. Je crois que force est de constater aujourd'hui que, pour l'instant, c'est un objectif qui n'a pas été atteint. C'est un constat, je crois, de relatif échec de la civic tech aujourd'hui, de ne pas avoir su, d'une part, impacter la politique, et d'autre part, véritablement changer la donne en matière de participation citoyenne. Ça devait être plus accessible, plus démocratique, plus facile, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. C'est pour ça que c'était ma première question, là. Qu'est-ce qui s'est passé sur les départementales et régionales? On n'a rien vu de nouveau pour l'instant. Comment est-ce que ça peut bouger dans le domaine des civic tech? Je sais que dans votre livre, vous dressez un bilan des initiatives participatives en Europe. Qu'est-ce qui vous semble intéressant à développer? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut avancer sur ces sujets?
Je crois que d'une part, il faut être beaucoup plus ambitieux en matière de consultation citoyenne, c'est-à-dire ne pas considérer qu'un simple tirage au sort... Un simple tirage au sort suffit à résoudre le problème des Français via la constitution d'une France en miniature. C'est un peu plus compliqué que ça, premier élément. Deuxième élément, c'est une thèse que l'on défend dans le livre, un parti pris qui consiste à dire que tout le monde n'a pas nécessairement vocation à s'exprimer sur tous les sujets. Il y a des gens qui sont plus concernés que d'autres, plus affectés par des problèmes sociaux ou politiques que d'autres, et il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres. Et il faut faire cette révolution à la fois du concernement et cette révolution de la compétence pour aider à coproduire les politiques publiques de demain. Quand, Isabelle, vous proposez ce réseau social, vous dites, mais on a aussi un rôle de pédagogie. Comment passe cette pédagogie ? Comment est-ce que vous arrivez à transmettre des messages ? Tout à fait. En fait, le principe d'un réseau social, c'est qu'il y a tout type de contenu. Et pour rebondir aussi sur votre première question, l'information démocratique politique, elle est disséminée sur des réseaux qui n'ont pas vocation à le faire. Ce qui fait qu'in fine, on perd sa cible. Sur Vox Nation, on va venir pour l'information démocratique, etc., avec des flux d'informations. On a 5000 sources qui arrivent. On a une interconnexion directe avec l'Assemblée nationale, le Sénat, le CESE et les institutions européennes, ce qui est une première forme de pédagogie, en fait. Nous, on voit tous les jours les choses arriver, donc on se rend compte de la richesse, en fait, de ce qui se passe au niveau de l'actualité parlementaire et qui concerne tout le monde. Donc ça, c'est déjà une première étape, en fait, accéder facilement depuis son smartphone ou son ordinateur. Ça réhabilite la politique, alors, finalement. Exactement. On voit qu'il se passe des choses, c'est ça que vous dites ? Exactement. Non seulement il se passe des choses, mais en plus de ça, on va pouvoir y être associé. Par le biais de sondages, par le biais de propositions, on va pouvoir interagir avec les autres, on va pouvoir faire des contenus, que ce soit sous la forme de posts ou des vidéos. Et effectivement, je pense que vous avez fait référence à Twitch ou autre. Il y a aussi, il faudrait peut-être aussi apporter une forme de côté ludique aussi, pour pouvoir faire venir tout le monde vers la démocratie et pour sortir de cette crise de défiance, pour renouer, vraiment retisser les liens. Et je pense que la pédagogie, c'est ça va avec professionnaliser le citoyen et le loisir, le divertissement, ça marche ensemble ? Je suis convaincu du fait que ça fonctionne en effet ensemble, c'est-à-dire qu'il faut une démocratie qui soit beaucoup plus festive. Beaucoup plus célébrative. C'est-à-dire qu'on doit constituer une forme de rituel. Le jour où la démocratie deviendra un sport du quotidien ou une gymnastique du quotidien, je pense qu'on aura transformé radicalement la société. C'est vrai que là, on a plutôt tendance à penser l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit de moins en moins de vocations presque en politique au niveau local. Et ça pose question aujourd'hui. Ce sont des domaines de compétences qui sont abandonnés. Je pense que le métier du politique est devenu un métier impossible dans le contexte que l'on connaît sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan du web, sur le plan des médias, sur le plan de l'observation permanente de la faute, et qu'il faut réhabiliter l'art de la politique, réhabiliter l'art de l'engagement du citoyen pour faire en sorte que cet espace politique ne soit plus aussi tragique qu'il ne l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez prévu comme prochaine consultation citoyenne ? Alors, déjà sur Vox Nation, comme je vous le disais, on a accès à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité parlementaire. Donc, on a la possibilité d'interagir en direct sur des projets de loi ou autres. On a aussi en prévision de lancer une grande consultation pour... dans le cadre de la COP26, donc sur tout ce qui est transition écologique. Donc l'idée, c'est que notre plateforme, le réseau social, puisse être une chambre, une caisse de résonance par rapport à des propositions citoyennes qui pourraient être transmises dans le cadre de la COP26. Et puis, bien évidemment, nous allons lancer... des débats en live sur Vox Nation dans le cadre des présidentielles pour justement faire remonter toute une partie programmatique. Alors, comment vous allez la faire remonter, cette information qui vient des citoyens ? De manière très simple, en fait, sur Vox Nation, vu que c'est un réseau social, en fait, on a des fonctionnalités qui permettent à chacun de pouvoir faire des propositions, des consultations en direct avec des restitutions qui sont automatisées. Donc là, c'est l'effet de la tech qui facilite un peu les choses. Mais l'objectif, c'est de pouvoir être en capacité d'avoir des propositions qui seraient transmises
aux futurs candidats, exactement, et donc qui permettrait de pouvoir s'en saisir. Donc vraiment, de faire remonter, d'avoir cette volonté de faire en sorte que le citoyen soit au cœur du débat démocratique et qu'il puisse se rapprocher de la politique. Alors il y a un sujet pour moi qui pourrait régler une partie du problème de taux de participation aussi aux élections, c'est le vote électronique. Bon, parfois c'est compliqué de se déplacer, parfois on n'est pas chez soi, c'est compliqué de faire de transmettre son pouvoir à quelqu'un de confiance. Bon. Pourquoi aujourd'hui ça patine autant sur le vote électronique? Est-ce que vous avez étudié cette question aussi, Franck Escoubès? Je crois que ça patine parce qu'on a énormément de difficultés à expérimenter et à être innovant en matière démocratique. Il y a une somme considérable d'innovations qu'il faudrait envisager, notamment dans le cadre du vote, qui ne passe pas uniquement par On pourrait imaginer des votes mixtes, en fait, hein, à la fois possible physiquement dans les bureaux de poste et de manière électronique. Oui, mais on pourrait aussi imaginer un vote qui permette aux citoyens de sélectionner non pas un candidat, mais des idées. Oui. Voter sur des idées et non pas sur des personnes censées représenter ces idées. Encore que c'est quand même intéressant de savoir qui va les incarner. Eh bien, je pense qu'il faut renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire partir d'un programme idéal des Français. Celui-ci est connu d'ailleurs. Dans le cadre du grand débat national, on a eu le privilège d'analyser les résultats du grand débat national et on a pu faire émerger les consensus qui sont beaucoup plus nombreux qu'on veut bien le penser. J'imagine tout de suite, tous les candidats vont se mettre sur ce programme idéal. Eh bien, ce serait très bien. Ce serait de manière. Après, il faut tenir. Ce serait une manière beaucoup plus sensée de concevoir la politique, parce qu'on s'aperçoit, et je terminerai là-dessus, que le point de vue des citoyens français est beaucoup plus transpartisan qu'on ne le pense. Quand on regarde quelles sont les préoccupations premières, les consensus fondamentaux dans l'expression citoyenne en France, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout ce détourage des lignes des partis politiques traditionnels qui correspondent à de vieux clivages idéologiques. Et dans la réalité, les gens sont beaucoup plus transpartisans. Sur cette question du vote électronique, oui. Est-ce que vous pensez, on est dans une société de plus en plus numérique, est-ce que vous pensez aussi que ça pourrait faire avancer les choses en matière de participation auprès d'un public peut-être plus jeune? Bien sûr. En fait, je pense que le taux, l'abstentionnisme, c'est un fait majeur. Il y avait plusieurs personnalités politiques qui disaient que c'était le premier parti de France. Donc, on ne peut que s'en interroger. Et déjà, sur Vox Nation, ça part aussi de ce principe-là, parce qu'en fait, le Vox, c'est quoi? C'est une acculturation au vote, à la citoyenneté, à l'exercice de son droit citoyen, puisque c'est un vote digital anonyme. Donc, je pense qu'il y a une acculturation qui peut se faire par le biais des civic tech et qui effectivement permettrait de pouvoir, comme je le disais, réacculturer aux faits démocratiques. Et comme le disait monsieur, je rejoins tout à fait ses propos, il y a vraiment un espace pour faire émerger des propositions de manière dépassionnée, en fait, dans un débat contradictoire, parce que c'est essentiel de ne pas être dans une pensée unique, et certains réseaux peuvent, par le biais des algorithmes et les contenus pilotés, peuvent concourir à faire en sorte qu'on ait une pensée un peu plus binaire. Et je pense que les civic tech ont un rôle majeur à jouer pour justement nourrir le débat contradictoire, faire en sorte qu'il y ait des propositions qui puissent émerger. Mais là, on reste sur le citoyen. Moi, j'aurais juste terminé d'un mot sur cette question aussi du fonctionnement de nos institutions. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on ne devrait pas travailler avec des outils d'intelligence collective massifs, par exemple, faire intervenir un peu d'intelligence artificielle pour nourrir les débats en termes d'expertise? Parce que là-dessus, pour l'instant, c'est zéro. Oui, c'est très timide. Ouais. C'est très timide et on pourrait parfaitement, en effet, imaginer que les institutions s'emparent de ces outils qui existent, qui fonctionnent, qui permettent d'avoir accès à une pluralité de points de vue, qui permettent surtout d'analyser les contenus partagés par les différentes parties prenantes. Et là, on aurait peut-être une réunion des demandes. Merci beaucoup à tous les deux pour ces premiers éclairages. On continuera de reparler des élections, bien évidemment, puisqu'on rentre dans cette période de campagne. Merci à tous les deux. Juste après la pause, on a rendez-vous, on va prendre l'air, on part dans la nature, on a rendez-vous avec le biomimétisme.